Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le Premier ministre vient à l'instant de présenter notre stratégie vaccinale et à présent, je vais tenter de préciser quelques éléments de calendrier, des modalités logistiques, ainsi que l'organisation de l'association des parties prenantes. C'est une étape cruciale que nous préparons dans la lutte contre cette pandémie, une étape extrêmement exigeante, une étape qui demande de la rigueur, beaucoup de rigueur. Je sais que cette Assemblée ne manquera pas, et je salue le travail de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ne manquera pas de rigueur pour le travail de grande qualité qu'il a fourni et qui ne peut qu'enrichir nos débats à l'heure où la science nous permet de franchir une nouvelle étape dans la lutte contre l'épidémie. Cette étape, elle survient après de longs mois d'une crise sanitaire qui a conduit les pays du monde entier à prendre des décisions ô combien difficiles. Et je sais la fatigue, je sais la lassitude que ressentent nos concitoyens. Mais dans ce contexte difficile, l'arrivée de vaccins, moins d'un an après le déclenchement de la pandémie, c'est aussi un immense espoir et une prouesse de la science. Ce sont aussi des doutes que je ne veux pas éluder dans mon propos. Au fond, si je devais résumer la campagne vaccinale qui va débuter, je le ferais en 3 défis. Le défi scientifique, tout d'abord. Depuis le début de cette pandémie, la communauté scientifique pleinement mobilisée bat tous les records. Quelques semaines à peine pour identifier un nouveau virus responsable de troubles respiratoires sévères, jusqu'ici inconnus, en tout cas pas anodins. C'était en Chine. Quelques jours à peine pour réaliser le séquençage complet du génome du coronavirus. C'était l'Institut Pasteur qui l'a fait, qui reçoit un prélèvement le 24 janvier et qui, le 28 janvier, est en état de séquencer ce virus et d'en partager les données avec le monde entier. C'était en France. Moins d'un an, donc, pour trouver et développer non pas un, mais bien plusieurs vaccins dont les résultats publiés attestent d'une efficacité remarquable. Mesdames et Messieurs les députés, on ne le dit pas suffisamment, la science est fantastique, la médecine est magnifique, et plutôt que d'en douter, nous devrions collectivement nous en féliciter et même le célébrer. Nous avons oublié de rappeler que dans la science, il y a une aventure qui se noue et qu'à la naissance de cette aventure scientifique, il y a souvent une idée, une théorie, un concept, un coup de génie, que ce soit dans un laboratoire ou que ce soit au pied du lit d'un malade dans un hôpital. On a oublié de rappeler que la science obéit à une rigueur, à des protocoles de recherche stricts, évalués, encadrés, normés. La rigueur de la science face à l'illusion que peut procurer la magie et ses solutions simplistes, et pourtant à laquelle nombre de scientifico-sceptiques se réfèrent pourtant souvent. Le deuxième défi que nous avons, il est sociétal. C'est le défi de la confiance. J'entends certains dire « ce vaccin est américain, pourquoi aurais-je confiance ?» D'abord, le vaccin n'est pas américain. BioNTech est une société allemande qui produit en Belgique et qui s'est associée à un grand laboratoire américain pour être capable de produire dans le monde entier des doses de vaccin. J'entends que le vaccin a été produit trop vite. Je ne sais pas ce que ça veut dire, trop vite. Et là, je mets une seconde la blouse de neurologue, moi qui fais face régulièrement à des malades atteints de maladies qu'on ne sait pas guérir, ou parfois qu'on a du mal à soigner. Je ne me vois pas dire un jour où un traitement arriverait à mon malade, vous savez, j'ai un peu peur de vous prescrire ce traitement parce qu'il est arrivé trop vite. Ou le traitement est évalué, il est éprouvé, il est efficace, alors c'est une chance pour les malades, ou il ne l'est pas, et on ne l'offre pas aux malades, et on attend et on cherche un autre traitement. Mais dès lors qu'on le donne, parce qu'il est efficace et qu'il a été évalué, ça reste une opportunité pour les malades. J'entends aussi le vaccin ARN messager modifie le génome humain. Le professeur Alain Fischer y a encore répondu ce matin sur une radio, à très juste titre. Un ARN messager injecté ne modifie en aucun cas le génome humain, il est éliminé très vite et ne s'intègre pas au génome. J'entends aussi quelque chose qu'on entend dans d'autres campagnes de vaccination. Moi, vous savez, docteur, ou monsieur le ministre, en l'occurrence, j'ai peur des adjuvants. Dans le vaccin qui va être proposé par le laboratoire BioNTech Pfizer, il n'y a pas d'adjuvant. Il n'y a pas besoin d'adjuvant parce qu'il est suffisamment efficace et immunogène. Et enfin, j'entends parfois des gens dire, finalement, ce vaccin,
est-ce qu'il ne sert pas juste à engraisser les labos? Est-ce que finalement, ce n'est pas vous qui avez quasiment créé l'épidémie? Attendez, mesdames et messieurs, s'il n'y avait qu'un argument opposé au complotisme, ce serait celui du coût du chômage partiel dans notre pays. La totalité des dépenses générées par la campagne de vaccination à l'échelle de toute l'Europe représente moins qu'une semaine de chômage partiel dans notre pays. Donc il faut être raisonnable, répondre aux doutes quand il y en a. Et si je devais résumer cela en une phrase, je citerai ce vieux dicton populaire qui dit « Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage ». Le paradoxe dans le pays de Pasteur, qui a lui-même inventé le vaccin contre la rage. Donc faisons attention et portons la parole scientifique avec confiance et crédit. Je rappelle à ce sujet un point absolument essentiel. Ce n'est pas le gouvernement, ni français, ni américain, ni allemand, ni belge, ni chinois, ni russe, ni je ne sais de quelle origine, qui a mis au point le vaccin. De la même manière que c'est aucun gouvernement qui aurait créé ce virus. Le gouvernement français, il a un objectif. Faire en sorte que la vaccination se passe bien. C'est le bon vaccin, au bon patient, au bon endroit, au bon moment. Ce sont les scientifiques, ce sont les autorités sanitaires indépendantes, françaises, européennes, qui nous disent si le vaccin est efficace ou s'il ne l'est pas, s'il est sûr ou s'il ne l'est pas, dans quelles conditions nous sommes amenés à pouvoir l'utiliser, auprès de quels malades, dans quel ordre. Ce n'est pas une décision politique, c'est une orientation sanitaire, scientifique, indépendante, et je le redis, et notre rôle, c'est de veiller à ce que les choses se passent bien. Et c'est là l'objet du troisième et dernier défi sur lequel je vais m'atteler à répondre, qui est le défi logistique. La stratégie nationale de vaccination a pour objectif principal de faire, nous le savons, baisser la mortalité et les formes graves de la maladie, de protéger les Français et de garantir la sécurité sanitaire de tous les malades, de tous les Français. Cette stratégie s'appuie sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé relatives à la stratégie de priorisation des populations à vacciner contre le Covid. Elle comporte plusieurs étapes, dont la première doit débuter très prochainement. Cette première étape, c'est un premier public. C'est un public dont nous savons qu'il est éminemment prioritaire parce que plus vulnérable face à la maladie, parce qu'il est le public le plus fragile face au virus et parce qu'il est en même temps le plus exposé. Je veux bien sûr parler des personnes âgées, dans les établissements et les hébergements de longue durée, dans les services de long séjour, dans les unités de soins de longue durée en priorité, mais aussi dans d'autres lieux d'hébergement comme les résidences autonomie, les résidences-services. Protéger ces personnes vulnérables, nos aînés en perte d'autonomie, c'est aussi protéger les femmes et les hommes qui les accompagnent au quotidien. C'est pourquoi, suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé, nous proposerons la vaccination aux professionnels travaillant dans ces établissements lorsqu'ils présentent eux-mêmes un risque accru de formes graves ou de décès, qu'ils aient plus de 65 ans ou qu'ils présentent des facteurs de comorbidité. Des précisions seront fournies dans un avis complémentaire de la Haute Autorité de Santé. L'ensemble des personnes qui pourraient être concernées par cette première étape, c'est environ 1 million de Français. 1 million, c'est un défi en soi, mais nous pouvons faire confiance à nos soignants pour arriver à relever ce défi. C'est la priorité des priorités. Quand le virus rentre dans un EHPAD, il s'arrête rarement à une seule personne et nous avons suffisamment constaté et déploré des clusters qui ont pu coûter la vie à des dizaines de résidents d'EHPAD. Je me souviens d'ailleurs de la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre depuis le début de cette crise sanitaire. C'était la suspension des visites en établissement pour personnes âgées. Pour rien au monde, nous voulons revivre cette situation. Je veux redire aux professionnels du grand âge mon immense gratitude parce que dans cette période si compliquée, ils ont répondu présent. Et croyez-moi, avec Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie, nous ne ménageons pas nos efforts au quotidien pour être en contact permanent avec les résidents et les soignants dans les EHPAD. C'est une première étape qui sera décisive, mais les personnels des établissements pour personnes âgées ne seront pas seuls pour la franchir, ils seront informés en avance. Les ARS se tiendront à leur côté pour que l'approvisionnement se déroule dans les meilleures conditions. Il y aura ensuite la deuxième étape, selon le rythme de livraison des différents vaccins. Elle va concerner les gens par catégorie d'âge cette fois-ci, donc les plus de 75 ans, puis les plus de 65 ans, et enfin les plus de 50 ans, avec les personnels de santé et du secteur médico-social lorsqu'ils sont âgés de 50 ans et plus ou qu'ils présentent des comorbidités. Après l'hiver vient le printemps et nous pourrons alors étendre progressivement la stratégie de vaccination au grand public. Il y aura les personnes âgées de 50 à 64 ans, soit une partie importante de la population. Il y aura les professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du pays en période épidémique, dans le secteur de la sécurité, de l'éducation, des secteurs alimentaires. Elle concernera également les publics vulnérables et précaires, ainsi que les professionnels qui les prennent en charge, les personnes qui vivent dans des hébergements confinés ou des lieux clos, puis le reste de la population majeure.
Pour ces étapes, nous nous appuierons sur celles et ceux qui fondent le socle de notre système de santé, ceux en qui les Français ont confiance, plus qu'en nous et qu'en vous, c'est-à-dire les professionnels de santé en ville et en particulier les médecins. Vous le voyez, nous sommes bel et bien entrés dans l'organisation de la campagne vaccinale et très prochainement son déploiement. Cela constitue, je le redis, un défi logistique immense et j'ajouterais même historique, tant les échelles sont sans comparaison avec nos traditions vaccinales. La première étape de la campagne correspondra à l'utilisation de ce premier vaccin dont je parlais, le Pfizer-BioNTech, sous réserve évidemment du feu vert donné par les autorités sanitaires. Je rappelle, même si c'est une évidence dans notre pays, que les vaccins Covid sont traités avec le même niveau d'exigence que tous les autres médicaments autorisés en Europe, de manière à garantir leur sécurité. Une fois l'autorisation de mise sur le marché obtenue par les laboratoires, c'est ensuite la Haute Autorité de Santé qui donne son avis sur chacun des vaccins. Elle va ainsi préciser dans quel cas ce vaccin sera indiqué, contre-indiqué au plan individuel, en fonction des données scientifiques qui lui sont propres. Vous le savez, ça a été évoqué, nous attendons un avis de l'Agence du médicament européenne qui pourrait intervenir le 21 décembre. La livraison des premiers vaccins pourrait intervenir dans le même mouvement pour le pays. Nous attendons ensuite un avis de la Commission européenne, et je remercie énormément Clément Beaune qui travaille aux affaires européennes et qui travaille sur ces questions-là d'arrache-pied. La Commission européenne pourrait valider l'utilisation du vaccin en Europe le 23 décembre, après quoi il y aura l'avis de ce qu'on appelle la Commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de Santé, qui pourrait intervenir le 24, probablement pas le 25, chacun comprendra, et peut-être le 24, le 26, le 27 ou le 28 décembre, auquel cas, et avec une coopération européenne et une coordination sur les modes d'entrée de la vaccination, nous pourrions commencer à vacciner les premiers malades en France, comme l'a dit le Premier ministre, avant la fin de l'année 2020, dans les derniers jours de décembre. Je veux également rappeler que nous mettons en place pour tous les vaccins Covid un dispositif de pharmacovigilance renforcé afin de suivre en temps réel et au niveau individuel toutes les suspicions d'éventuels effets indésirables. Je les résume brièvement. Il y aura des plans de gestion des risques mis en place par les laboratoires, c'est une obligation qui leur est faite. Un dispositif de suivi renforcé à l'ANSM, c'est l'Agence du médicament, c'est son métier, qui centralisera les données remontées du terrain sur le suivi des patients et les effets indésirables et qui fera une analyse quotidienne des nouveaux cas. Une possibilité de signalement par les citoyens sera ouverte. Par ailleurs, l'ANSM publiera régulièrement sur son site internet les résultats de ce suivi. Troisième pilier de la vigilance, des études spécifiques seront effectuées par l'ANSM et l'assurance maladie pour compléter les connaissances sur les risques de survenue des événements indésirables. Et enfin, deux autres systèmes complémentaires de suivi sont mis en place en parallèle. Un par l'INSERM, qui évaluera l'impact de la vaccination en vie réelle en suivant des cohortes de patients, et un autre par Santé publique France, qui organisera un suivi de l'efficacité de la vaccination en comparant les risques d'attraper le virus entre les populations vaccinées et non vaccinées. Vous voyez, c'est un arsenal complet de dispositifs de suivi qui est mis en place, c'est nécessaire pour que la confiance soit maximale. Je reviens à la première étape et aux caractéristiques spécifiques de ce vaccin, celui de Pfizer-BioNTech. C'est un bien précieux qui doit être transporté et stocké avec un soin, autant vous le dire, tout particulier. D'abord, il requiert un stockage à moins 80 degrés. C'est pourquoi le gouvernement a d'ores et déjà acheté et qualifié des congélateurs spécifiques, adaptés, équipés de systèmes d'information ad hoc, qui sont installés progressivement dans de nombreux points du territoire afin que le vaccin puisse être apporté et stocké temporairement avant la livraison finale. Il faut en effet gagner du temps, parce que dès qu'on a décongelé ce vaccin, qui n'est plus à moins 80, et qu'il se conserve alors à entre 2 et 8 degrés, eh bien nous avons 5 jours pour pouvoir réaliser la vaccination effective des patients. Et ça ne suffisait pas en termes de complexité. Le brin d'ARN messager qui compose ce vaccin est suffisamment fragile pour que nous ne puissions pas dépasser 12 heures de transport entre le moment où il est décongelé et le moment où il est injecté aux patients. 12 heures de transport maximum avec toutes les étapes. C'est une grosse logistique, je le disais tout à l'heure. Je vous parle d'établissements collectifs. Nous parlons de plus de 10 000 établissements collectifs recevant des personnes âgées. Pour relever ce défi, nous avons fait le choix de nous appuyer sur les compétences existantes et éprouvées dans notre pays et sur la connaissance des pharmaciens avec lesquels les établissements ont l'habitude de travailler. Nous avons évidemment acheté en avance tout le matériel de vaccination et de reconstitution. Je parle notamment des seringues, des aiguilles, mais aussi des gants pour manipuler des produits à moins 80 degrés. Je vous fais grâce du reste. Au regard des temps de transport que je viens d'évoquer, il convient de s'assurer que les doses pourront être administrées rapidement après leur livraison au sein de l'établissement accueillant des personnes âgées.
ce qui rend nécessaire une planification très fine et anticipée des circuits de livraison et une anticipation des campagnes de vaccination au sein de ces établissements. L'organisation de la campagne de vaccination reposera d'abord sur la réalisation de consultations pré-vaccinales réalisées prioritairement par les médecins traitants parce qu'ils en ont l'habitude. Les médecins recevront une information claire et complète sur le vaccin, son efficacité, ses contre-indications éventuelles. Cette information a déjà commencé et elle sera complétée à l'issue de l'autorisation de mise sur le marché et de l'avis qui devrait intervenir à la fin du mois de décembre. Elle sera approfondie ce vendredi sur la base des premières publications étrangères et en présence du professeur Alain Fischer. Ensuite, le jour de la vaccination, un dernier examen permettra d'évaluer l'état de la personne avant la vaccination qui devra s'effectuer en présence d'un médecin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je crois aux vertus de l'explication, de la pédagogie et de la rigueur scientifique. La HAS a donné un avis extrêmement précis sur la stratégie vaccinale qui définit les publics prioritaires, un avis qui est indépendant, je le redis, et nous avons fait le choix de suivre cet avis. C'est notre méthode, nous appuyer sur ceux dont c'est le métier. Permettez-moi pour conclure de mettre l'accent sur cette méthode. Notre stratégie vaccinale ne fonctionnera qu'au prix d'une mobilisation générale. C'est un défi, je l'ai dit, mais ce n'est pas le défi du gouvernement, c'est un défi collectif, c'est le défi de toute une nation. C'est le sens même de la tenue de ce débat devant la représentation nationale. Et pour surmonter ce défi, nous travaillons en équipe. Dès le lancement de la phase d'organisation cet automne, j'ai demandé à mon équipe d'organiser une concertation extrêmement large, plus de 40 réunions de prise de contact et d'information en toute transparence avec les différents professionnels de santé. J'ai ensuite souhaité que des comités de suivi hebdomadaires soient organisés au sein du ministère avec l'ensemble des parties prenantes. Je réunis toutes les semaines les représentants des professionnels de santé, les ordres, les syndicats, au sein d'un comité des professions de santé, puisque ce sont eux qui seront en première ligne, une fois encore, ainsi que les représentants des hospitaliers, avec les fédérations, les conférences de directeurs, les présidents de commissions médicales d'établissement. J'ai réuni en fin de semaine dernière plusieurs milliers de médecins en visioconférence. Quand je dis plusieurs milliers de médecins, il y avait exactement 19 800 médecins qui ont répondu à l'appel grâce à l'Ordre national des médecins, de manière à échanger à bâton rompu pendant 1 heure sur les questions qui pouvaient être posées. Et par ailleurs, avec Brigitte Bourguignon, nous échangeons toutes les semaines avec les représentants des établissements pour personnes âgées qui vont, dans les prochaines semaines, jouer un rôle absolument capital. Je vous le dis ici sans embâge, je ne crois pas que nous pourrons créer l'adhésion des Français sur la vaccination, et vous savez combien nos concitoyens sont exigeants sur ce sujet, sans nous appuyer sur les communautés médicales, paramédicales et scientifiques. Mais je sais aussi que notre stratégie serait bien peu de choses sans l'appui et l'engagement des élus locaux. Je tiens avec mes équipes un comité des élus tous les 15 jours qui permet de partager toutes les informations et d'associer pleinement les collectivités au déploiement de notre stratégie, qu'il s'agisse de s'appuyer sur leurs connaissances fines de leur territoire, sur les ressources dont elles disposent, ou tout simplement sur la confiance et l'adhésion dont disposent les élus locaux, vous le savez. Je crois pouvoir dire que nous travaillons en confiance et ceci est précieux. Les collectivités ont main dans la main avec les agences régionales de santé et les préfectures un rôle majeur à jouer dans cette campagne de vaccination, et ce, dès la première étape, et encore plus important pour les étapes suivantes. C'est pourquoi seront mises en place au niveau local des cellules territoriales de suivi de la vaccination, associant les services de l'État, les collectivités territoriales et les professionnels de santé. Enfin, puisque j'ai parlé de mobilisation générale, je ne peux pas ne pas évoquer la coordination européenne qui a marqué ces dernières semaines. L'Europe s'est montrée unie, soudée, ambitieuse pour préparer de manière efficace cette campagne vaccinale historique. Avec mes homologues allemands, belges, espagnols, italiens, luxembourgeois, néerlandais, mais également suisses, nous avons échangé encore hier dans un esprit constructif et solidaire. Et nous sommes convenus de poursuivre ensemble l'objectif d'un lancement coordonné de nos campagnes vaccinales. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, les coureurs de fond savent qu'un marathon ne commence vraiment qu'aux alentours du 30e kilomètre. C'est à ce moment que l'on appelle le mur que se joue toute la course. Alors je ne sais pas encore à quel kilomètre nous nous trouvons dans cette course, mais je sais que nous arrivons dans cette zone décisive où l'on doit se remobiliser pleinement malgré la fatigue et malgré la lassitude. Alors nous allons avancer ensemble, nous allons mettre un pied devant l'autre de façon déterminée, en étant prudents, en étant transparents et surtout en étant confiants. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.